In France, on the coast of Normandy, in an immense bay, swept by one of the strongest tides on the planet, stands Mont Saint-Michel, a picturesque structure on a block of solid granite. Its feet in the water, its head in the clouds, decorated with an abbey sculpted by man over 1,000 years and frequented by nearly 3 million visitors per year. This stunning rock is as impressive as it is intriguing. This most amazing architecture, stone-built architecture, reaching into the skies. Wow. The first time, my breath was taken away. Both a remarkable abbey and an impenetrable fortress, the distinctive silhouette is famous worldwide. But there are still secrets from its history waiting to be revealed. There was a belief that we knew everything about Mont Saint-Michel, but what we're finding out is we know virtually nothing. Nowadays, when the human eye can't see far enough, science and technology can take the reins to try and reveal the invisible and probe the impenetrable. On a l'image de l'intérieur du pilier sans creuser, sans percer. By examining the mount from the infinitely big to the infinitely small. Donc on lance la première mesure. With the help of the most modern scientific tools, today's experts will dissect the work of yesterday's builders to complete this monument's history and expose the mysteries which still elude us. Il y a tellement de constructions qui s'élèvent sur le rocher qu'on est obligé d'avoir une vision en 3 dimensions, quoi. En fait, le Mont Saint-Michel, c'est un tout. C'est pas un paysage, c'est pas une carte postale, c'est 13 siècles d'histoire dans une baie qui a 600 millions d'années. By probing the depth of this breathtaking structure, built over 1,000 years of successive layers of construction, we can enter the bowels of a 500-million-year-old mount and examine its immense bay, declared a World Heritage Site by UNESCO and subject to the most powerful tide in Europe. Ce caillou tombé du ciel dans un univers maritime a fort vraisemblablement toujours intrigué l'homme. What are the stones of this picturesque abbey hiding? What new discoveries allow us to understand the secret of its resistance when faced with France's longest and most violent conflict? En termes de stratégie militaire, cette combinaison architecturale est particulièrement brillante ici. How did a rock appear in the middle of this infinitely flat bay? And what threats is it facing today? Si la mer n'était plus là, ce serait dramatique. En 35-40 ans, le mont aurait été rattaché à la terre, si rien n'avait été fait. History, science, construction. Examined like never before, Mont Saint-Michel reveals itself at last, on all scales. The fame of Mont Saint-Michel is thanks in part to the impressive architecture which decorates it. And it's the iconic shape of its sculptural silhouette, carved over the centuries by ancient builders, which intrigues today's experts the most. Quand on aborde l'abbaye du Mont Saint-Michel, on est évidemment frappé par le gigantisme des bâtiments. Mont Saint-Michel is like a jigsaw that is made up of lots of different pieces from different puzzles. Un assemblage qui ailleurs pourrait paraître disparate, et ici fait l'harmonie d'un lieu à nul autre comparable. The jigsaw-like nature of this spectacular abbey can be explained by the incredible duration of its construction. For over 1,000 years, from the 8th century to the 19th, the construction sites followed one another, each making a new contribution to the structure, shaping a puzzle over 80 meters high that experts are trying to dismantle today to better understand the assembly. The progress of science and technology allows us, little by little, to shine a light in its dark corners and answer this first question. What are the pieces of this unique game of construction hiding? Clues to solve the first mystery are found deep in the bowels of the mount, at the origin of the abbey. Au cœur de l'abbaye se trouve une ancienne église qui s'appelle donc Notre-Dame sous terre, qu'on a redécouverte il y a un peu plus d'un siècle seulement. C'est le bâtiment le plus ancien de l'abbaye. C'est là que tout a démarré, en fait. More than 20 meters underneath the abbey's main level, the church of Notre-Dame sous terre is entirely hidden away from the exterior.
Today, three-dimensional modeling of the mount allows us to see it. This church, 18 meters long and 8 meters wide, could be the answer to the experts' main question. How and where did the construction of the abbey begin? Nowadays, this old chapel is only accessible during rare guided tours. Xavier Bailly has the keys to open it. Nous allons dans la partie la plus ancienne de l'abbaye. He is the abbey's administrator, so he knows every room in this unique architectural assembly. C'est toujours impressionnant d'entrer dans cette partie de l'abbaye qui est la plus secrète, la plus difficile d'accès aussi. On est en quelque sorte dans les entrailles de l'abbaye. La température nous le rappelle toujours. According to ancient manuscripts, the abbey's first sanctuary was built in the 8th century and supervised by the bishop, Aubert. For a considerable time, Notre-Dame-sous-Terre was thought of as the original sanctuary. But is it really? Le point de départ de l'énigme à, en quelque sorte, résoudre ici à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, c'est sommes-nous bien à l'endroit présumé du premier sanctuaire d'Aubert, sanctuaire dont on sait, par les chroniques, qu'il fut construit à l'aube du 8e siècle. For centuries, Notre-Dame-sous-Terre has managed to keep its age a secret. But now, science has found a way of making it talk. Il y a plusieurs techniques aujourd'hui qui permettent de dater les briques et donc de donner une datation assez fine des murs. Effectivement, on peut sonder les murs, on peut sonder les sols, on peut dater plus précisément certaines maçonneries. One of the methods for dating which has revealed the age of the old church is archaeomagnetism. This science is based on the laboratory analysis of the magnetic properties of terracotta. Brick samples were taken from the ancient chapel walls and entrusted to Philippe Lanos, Director of Research at the CNRS. On cherche à déterminer donc l'aimantation portée par chacun des spécimens ici dans le plateau, qui nous permettra de retrouver la date de cuisson de toutes ces briques. This ever-progressing technique now allows experts to date terracotta from the end of the Paleolithic era to the present, with a precision of just 20 years. To better understand how scientists can use these samples to unravel the mystery of the ancient chapel's construction, you have to look inside the bricks on a microscopic scale. Donc on lance la première mesure. The bricks' baking date is engraved into their composition. This is because of a simple but fascinating phenomenon. Clay contains ferromagnetic particles. Before being baked, these particles are not fixed in place. They point north and tilt towards the Earth's surface, depending on the Earth's magnetic field, exactly like the needle of a compass. This magnetic field slowly evolves throughout the ages, so the particles take a different position depending on the era. And on the day of their baking, they're immobilized. Their position indicates for eternity the era of their baking, and therefore their age. Et on obtient au final une inclinaison moyenne, une déclinaison moyenne et une intensité d'aimantation pour le spécimen mesuré. L'intensité moyenne calculée sur l'ensemble des spécimens prélevés sur Notre-Dame-sous-Terre montre que cette valeur n'est possible qu'entre 950 et 960 après Jésus-Christ. Examined in a way that was impossible only a few years ago, the hidden church of Notre-Dame-sous-Terre has revealed its age. It dates from the 10th century, not the 8th, as many experts thought. The revelation allows them to correct the date when construction began at the abbey. Grâce à ces datations, cette petite église du Xe siècle s'est révélée davantage. Ce n'est pas de l'époque de Saint-Aubert. Notre-Dame-sous-Terre, c'est le deuxième édifice, chronologiquement parlant. C'est sans doute une église qui a remplacé le premier sanctuaire. So, Notre-Dame-sous-Terre is only the second piece in this game of construction, but it is still the oldest discovery to date. After it was built, a series of other buildings would accumulate over the centuries.
To accommodate a growing influx of pilgrims, builders from the Middle Ages relentlessly built even more ambitious and higher structures. Mont Saint-Michel is essentially a rock in the sea upon which an entire abbey has been built. Now, abbeys normally get built on flat land, but on Mont Saint-Michel, that's not possible. Le sommet du rocher mesurait une trentaine de mètres. Or, les moines voulaient une église de 80 mètres de long. Voilà pourquoi il a été décidé, et c'est complètement fou, de construire un plateau artificiel géant à 80 mètres d'altitude au sommet de l'île du Mont-Saint-Michel. Ce bâtiment a pour vocation de réunir sur 3 niveaux ce que ailleurs on aurait mis à l'horizontale. Les gens ne réalisent pas toujours, lorsqu'ils viennent au Mont-Saint-Michel, c'est qu'ils passent leur temps à marcher sur des voûtes et sur du vide. The narrowness of the mount forced builders to overlay structures instead of lining them up side by side. To build a new church, they had to design a system of foundations adapted for the site. To the west, they relied on the ancient church, Notre-Dame-sous-Terre. To the east and to the south, they built crypts on the slope in order to support the building's immense structure. The engineering of Mont Saint-Michel is absolutely amazing because it's been added to so many times. So not only are you building a temple complex, you're also building it on top of a rock in the middle of the sea. C'est le génie des hommes avec cette architecture qui est d'une verticalité absolument incroyable pour les bâtisseurs du XIIIe siècle. On parle beaucoup de la construction du Mont-Saint-Michel, des différentes étapes. And over history, it's been added to, and bits have fallen down, and bits have been stuck on, and bits have been put over other bits. Fires, cave-ins. Over 11 centuries of construction, the abbey evidently wasn't safe from catastrophes. And this game of construction and deconstruction complicates the historian's work, but it also leads to new revelations. Behind every collapse lies a crucial clue concerning the history of the abbey, like an area of this Romanesque church called the choir. In the 15th century, the choir collapsed, so the monks replaced it with a flamboyant Gothic choir. And Yves Gallet, an expert in Gothic architecture, recently discovered that this choir was concealing information which would transform the mount's architectural history. Nous sommes dans un chevet d'église de la fin du Moyen-Âge et dans son ensemble, il fait bien son âge, mais si on regarde dans les détails, toute l'architecture semble en fait plus ancienne ou se référer à des modèles plus anciens que l'époque de construction de cette partie de l'église. Ce qui est un petit peu curieux. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi l'architecte du XVe siècle ici a pris modèle sur des édifices du XIIIe siècle ou du début du XIVe. The architect's unusual choice convinced Yves Gallet that something was hidden behind it. And a discovery from the 1960s strengthened his belief. During the restoration of this choir's tiling, the technicians were forced to remove the lower parts of some of the Gothic pillars. Et on s'est aperçu que sous certaines de ces piles, mais le sondage n'a pas été fait de manière complète, il y avait des vestiges romains. Romanesque relics in a Gothic pillar, so the answer to the architect's choice is to be found in the heart of these massive columns and at their base in the crypt below, large pillars which support the church's choir. C'est leur épaisseur qui est remarquable. Il existe peu de structures dans l'architecture gothique avec des piles d'une telle puissance. Ce que l'on soupçonne, c'est que ces piliers n'ont pas été intégralement construits à neuf au moment de la construction de la crypte, mais qu'on a renforcé, consolidé une maçonnerie plus ancienne, qui est celle de la première crypte, celle de la crypte qui portait le chevet, qui s'est effondrée en 1421. L'idéal, ça serait de pouvoir enlever une pierre pour regarder. Mais compte tenu de ce qu'on a au-dessus de nos têtes, on va peut-être pas le faire, pas aujourd'hui.
But since the 1960s, technology has evolved rapidly. Now it's possible to probe the heart of the columns without breaking them. Cet appareil est un géoradar. Là, on a un appareil qui est vraiment dédié à aller regarder ce qu'on a dans les 50 premiers centimètres, voire le premier mètre. Donc le principe est simple, une antenne qui émet une onde radio, une antenne qui reçoit. Donc là, je lance l'acquisition. GeoRadar allows us to see through the ground or walls. It sends electromagnetic waves at a high frequency which can penetrate solid material. When a wave encounters a change in material, part of it is reflected back to the surface. The reflected energy and the speed of the waves depend on the properties of the material it traverses. So, by sensing these changes, the GeoRadar can detect the depth, density, and position of any buried objects. On a une image qui est à la fois une image en distance parcourue, d'accord ? Et ici, sur cette échelle-là, on a le temps. On peut convertir ce temps, qui est en fait un temps aller-retour, puisque les ondes, elles ont rentré dans le pilier, et elles sont ressorties en profondeur. Ces échos-là, qui peuvent correspondre à quoi ? On voit des réflexions qui vont correspondre à ce que vont donner les irrégularités de la masse intérieure. On a bien l'impression que l'intérieur du pilier n'est pas homogène. On a une confirmation de ce qu'on pensait. On a bien le sentiment qu'à l'intérieur de ces piles, il y a un noyau plus ancien qui est conservé. C'est extrêmement satisfaisant puisqu'on a l'image de l'intérieur du pilier sans creuser, sans percer. The revelation allows Yves Gallet to update the history of this abbey's construction. Concrètement, l'effondrement de 1421 n'a pas été un effondrement absolument complet. Les piles de la crypte romane sont restées en place et que l'architecte du XVe siècle, on lui a demandé de reconstruire un chevet qui devait venir s'emboîter sur les vestiges encore en place. Et donc, il y a un plan qui lui était imposé, ce qui donne, du coup, ce caractère un petit peu archaïque au chevet du Mont Saint-Michel. Simplement, ces vestiges de l'église précédente dictent en quelque sorte le plan de la nouvelle construction. From the outset, it looks homogeneous. And even up close, you start to think, was this all built at one time? But in fact, it wasn't. C'est d'ailleurs ce qui fait la singularité et la beauté du lieu, c'est l'étagement de ces ensembles architecturaux qui sont représentatifs d'époques différentes, de styles différents, et qui en même temps composent quelque chose de parfaitement harmonieux. The stone that's used is similar throughout all of the island. And because of this, it appears to be homogeneous. It appears to all be one, but it's not. Ce qui est unique au Mont-Saint-Michel, c'est qu'on a du mal à faire le distinguo entre le géologique et l'architectural. On a vraiment l'impression de voir l'architecture qui est l'excroissance du géologique. Underneath this unique architectural masterpiece lies an immense hidden block of granite that was once known as the Mont Tombe. Ce caillou tombé du ciel dans un univers maritime a, fort vraisemblablement, toujours intrigué l'homme. When and how was this impressive rock born? L'essence même du Mont-Saint-Michel, c'est ce granit. Et si on fait une datation, ces roches, elles ont à peu près 540, 550 millions d'années. This mount, born millions of years ago, didn't come from the sky. But surprisingly, it didn't rise up from the ground either. To solve the mystery behind its stunning appearance, you have to observe it at different scales. You have to both dig into its heart, but also take to the sky. The secret of its origins lies partly in its geological location. With the help of satellite imagery, we can relocate the mount. The flat bay on which it sits is actually part of an ancient mountain range, eroded by time, the Armorican Massif. Le Mont-Saint-Michel fait vraiment partie de ce massif armoricain. C'était des montagnes qui étaient hautes comme les Alpes ou l'Himalaya. C'est que ces chaînes de montagnes n'existent plus, elles ont été érodées. Autour de nous, il n'y a pas de relief. Ça se saurait si on faisait du ski en Normandie ou en Bretagne. So why is the Mont Tombe still visible?
The answer to this question lies in the rock's remarkable formation. 550 million years ago, this rock was in a liquid state, a single gigantic bubble of molten magma at more than 1,000 degrees, straight from the bowels of the Earth. Nous, géologues, on dit que c'est une roche magmatique. Donc tout est dans le nom, ça veut dire que c'est une roche qui vient du magma. C'est du magma à l'origine. Donc c'est ce qu'on appelle des roches éruptives ou intrusives. C'est-à-dire que ces roches, un magma en fusion, eh bien, sont apparues au niveau de l'écorce terrestre. Donc c'est une bulle de magma qui remonte dans l'écorce terrestre et qui n'est pas arrivée à la surface. Si ça arrive à la surface, ça va donner des volcans. Et puis à d'autres moments, elles vont, par exemple, quand elles remontent sous des chaînes de montagnes, vous comprenez bien que sous des chaînes de montagnes, l'écorce terrestre a été plissée, donc il va y avoir des plis et ces plis vont pouvoir empêcher la remontée de ce magma. Trapped at the root of the Armorican Massif, this giant bubble of magma cooled to become a block of solid granite. But the mountain range which surrounded it was composed of a rock called schist. It's the difference between these two minerals which explain how the mountains disappeared, while the rock of Mont Saint-Michel survived. At a microscopic scale, we discovered that the Mount's granite is composed of crystals of quartz, feldspar, and mica, which creates its extraordinary resistance. The schist of the bay is made up of layers of softer sediment which eroded over time. Then the rest of the ground has been eroded away, and suddenly you see this kind of almost like sugar loaf of a rock in the sea. L'érosion a fait que petit à petit, les zones autour se sont dénudées et on a vu apparaître ce bout de roche monter du plus profond de la Terre finalement et ressortir à la surface avec deux voisins, l'île de Tomblaine qui est située juste derrière et le mont Dol qui est aujourd'hui un peu plus loin dans les terres côté breton. From the very beginning of its creation, Mont Saint-Michel has distinguished itself with incredible endurance. Even once sculpted by man, it continued to stand the trials of time, becoming a formidable military fortress. Despite its location on the front line of English invasions since the Middle Ages, Mont Saint-Michel never fell to invaders and became the last French stronghold on the Normandy coast. Le Mont Saint-Michel et Saint-Michel symbolisent la résistance. It became the emblem of France during the later stages of the 100 Years' War because it was the only fortified place in Normandy which resisted successfully the English. Twice the English tried to take Mont Saint-Michel, and they failed twice. And it was just considered as an impregnable fortress. Now, explorations of the Mount's fortifications are revealing clues about the history of military strategy here. Investigators want to solve an enduring mystery. How did this isolated mount, with just a small military force, resist some of the most violent and lengthy assaults in history? Archaeologist François Caligny de La Haye, with a team from the National Institute for Preventative Archaeological Research, has been investigating the site. He wants to reveal the strategic evolution of the fortifications in all of its complexity, but the steep-sided site makes it a tricky location to study. Le Mont Saint-Michel a une histoire mouvementée et cette histoire est d'autant plus difficile à comprendre qu'on est sur un site avec une topographie extrêmement complexe. Bonjour. C'est bon pour moi. On n'a pas une vision finalement en plan comme on pourrait l'avoir dans un village traditionnel. On est obligé d'avoir une vision en 3 dimensions, quoi. Il y a tellement de constructions qui s'élèvent sur le rocher que voilà, c'est un site qui est extrêmement complexe à comprendre. Like most archaeologists, François usually works on the ground on a macroscopic scale. He usually works with information drawn from the study of ancient documents or discovered by the naked eye during excavation. But today, working with a team of drone operators, he changes his scale of observation. On voit très très bien. Now, François can examine the evolution of the ramparts in more detail. An evolution which, just like the history of the abbey, was written over several stages and centuries. Très longtemps, on a estimé que le Mont Saint-Michel n'avait pas besoin de fortification parce qu'on a en fait un site qui est protégé naturellement à la fois
par la mer qui envahit la baie 2 fois par jour, également par l'escarpement du rocher. Finalement, ce rocher est assez vulnérable, en tout cas au début, puisque le village n'était pas protégé par des remparts. Il était protégé uniquement par des palissades en bois. Et en 1204, les troupes bretonnes alliées du roi de France, Philippe Auguste, ils arrivent à rentrer dans le village, ils mettent à feu le village et également l'abbaye. On va en tirer les conséquences qui s'imposent. Mont Saint-Michel invested in its ramparts. It increased its protections. In the 13th century, the wooden fence was replaced with stone ramparts. The aim was to protect the village, which at the time was concentrated on the higher ground. Donc là, on a le tracé de l'ancien du XIIIe siècle, la tour Claudine. Donc il faudrait que vous alliez juste au-dessus. Ce tronçon-là correspond à l'enceinte du XIIIe. Et à partir de l'angle marqué par la courtine, vous allez toujours tout droit, vous survolez les maisons. Ah d'accord, ok, là on survole les maisons. Voilà. Effectivement. Et donc ces maisons en fait sont construites sur l'emprise de l'ancienne enceinte du XIIIe. Ces images qu'on a là montrent que dans le parcellaire actuel du Mont-Saint-Michel, on a encore des éléments, les jalons de l'enceinte du XIIIe siècle qui sont conservés dans les constructions, dans les limites de parcelles, quoi. Over time, the village grew and became too big for these stone ramparts, which could no longer protect it. The church starts at the top. The village begins to grow up around it. Pendant la guerre de 100 ans, on a dû agrandir les fortifications pour protéger toutes les maisons qui avaient été construites en dehors des premiers remparts. Donc là, réellement, le Mont-Saint-Michel va devenir une place forte. De manière à ce qu'il ne tombe pas aux mains des Anglais qui, à cette époque, tiennent la totalité de la Normandie. To face the urgent threat of English troops, the Mount strategists built a line of ramparts on the beach, close to the tide level. Now the English had nowhere to dock and go ashore. The Mont Saint-Michel had improved its defences. It had brought its ramparts all the way down so that the walls virtually touched the sea. So there was no way of bringing siege engines in. There was no way of getting boats in because you'd just get stranded on the sand. But the English were determined to bring down the impenetrable Mont Saint-Michel. So, in 1423, they decided to settle on the island of Tomblaine, just 3 kilometers from the gates of the citadel, starting a siege that would last 30 years. The Mount's military strategists would be forced to adapt their defenses again. Les Anglais sont proches, ils sont là, juste à côté, à Tomblaine. À 2 reprises, les Anglais vont tenter de mettre la main sur le rocher. We're not just talking, oh, look, there's an island with a monastery on it, we're going to take it. They threw everything they had at it. They went at it all guns blazing. Et ça va obliger le capitaine du Mont à repenser l'accès au Mont-Saint-Michel. Auparavant, l'accès se faisait sur une grande porte qui se trouvait à l'est. C'est-à-dire que le point le plus faible, c'était la porte. This eastern door was almost directly opposite the island of Tomblaine, where the English were based. So, the captain of the fortifications, Louis d'Estouteville, decided to seal this entrance and construct a new door to the south on the other side of the mount. Now, the English troops would be forced to go around, spending longer in the open at the foot of the fortifications, at the mercy of French fire. En fait, après le bouchement de la porte est, si les Anglais souhaitaient prendre le Mont-Saint-Michel et passer par la porte sud, ils étaient obligés de passer au pied des remparts et des tours. Donc là, bien évidemment, au niveau des parapets, la garnison française était là avec des arquebuses, avec des arbalètes. On voit d'ailleurs sur les parapets, on voit en fait encore la trace d'anciennes archères qui permettaient en fait de protéger les remparts et puis également aux garnisons de pouvoir tirer sur l'ennemi situé sur la grève. The new southern door is now used by visitors to Mont Saint-Michel, while the old door on the east has remained hidden ever since the conflict. Okay. By examining information found in ancient texts and investigating the buildings here, François has managed to locate the door behind a tower called Demi-Lune.
Donc là, vous allez pouvoir vous approcher de la demi-lune. Donc ça, c'est pas réellement une tour, c'est une maçonnerie en forme de tour qui bouche cette entrée du XIVe siècle. Voilà, on voit très très bien. C'est la première fois que je vois des vues aériennes comme ça du Mont Saint-Michel et c'est vraiment très intéressant parce qu'on travaille à même le sol en tant qu'archéologue et puis également à partir de plans anciens et là de voir finalement une vue aérienne du mont, c'est extrêmement intéressant. Discoveries by François and his team are revealing little by little the history of military strategy of this fortress. Now, during restoration of the northern rampart, the existence of a special watchtower known as an échif has been revealed. L'échif permettait une protection du rempart, un flanquement du rempart entre la tour du nord et l'échauguette qui se trouvait ici. Et accessoirement, ça servait aussi de lieu d'aisance, de latrine pour les garnisons qui étaient sur le chemin de ronde. An échif is a temporary wooden structure set on top of the walls and fitted onto the ramparts. It reinforced the defense of the outer walls, providing lateral protection, an important role where the wall turns a corner. This structure perfectly complemented the strategy of moving the doors, forcing the English to go underneath. François, with an architect specializing in historic monuments, made this extraordinary discovery thanks to a faint clue. Traced into the sides of a parapet, they discovered the remains of an ancient opening 2.4 meters wide. Donc en fait, ici, on a sur le parapet conservé la trace de la porte qui permettait de pénétrer à l'intérieur de l'échif. Là, on a le pied droit gauche de la porte qui monte ici. Et là, on a deux pierres qui correspondent au pied droit. These details seem tiny compared to the immense scale of the mount, but they are important clues in the quest to better understand the island's defense strategy. En termes de stratégie militaire, tout est bien pensé ici au Mont-Saint-Michel. La manière dont s'attachent les fortifications à celle de l'abbaye, cette combinaison et cette évolution architecturale est particulièrement brillante ici. Mont Saint-Michel's military strategists adapted their defenses as they faced varied threats over the centuries. But they also benefited from an extraordinary natural protection. The sea. La mer est une des principales défenses du Mont Saint-Michel. I mean, it is an island. It's in the sea. It's the greatest tidal range in all of Europe. And it's surrounded by quicksand. C'est un vrai cauchemar logistique pour les militaires. As soon as they tried to bring cannon by rafts or boats across and offload them onto the sands outside Mont Saint-Michel, it took time to do that. The tide would start coming back in again. They lost their cannon or they have to set off again. It was a hopeless task. Et à peine arrivé, fallait faire demi-tour puisque la marée arrivait elle aussi. The origin of this quicksand is loose sediment carried into the bay by the coming and going of the tide. But here, in the seas around Mont Saint-Michel, the natural phenomenon of the tide is expressed in a very unusual way. Les marées au Mont Saint-Michel, elles font partie des 5 plus grandes marées au monde, avec une différence de marnage entre la marée haute et la marée basse de 15 mètres. Le marnage, c'est la différence entre la plus basse mer et la plus haute mer, donc c'est absolument gigantesque. 15 mètres, on a du mal à imaginer. Once again, it's by using satellite images and locating the mount within the expanse of the bay that we can understand the origin of its exceptionally powerful tides. Ici, nous sommes dans la mer de la Manche, qui est un entonnoir très particulier qui va faire qu'on a des marées qui s'expriment comme nulle part ailleurs. Et c'est un des seuls lieux au monde où on a l'alignement Terre, Lune, Soleil qui va générer cette marée qui est à l'origine de ce paysage et qui va remplir cette baie du Mont Saint-Michel de ses sédiments. These unique tides carry the sediment that creates quicksand around the mount. To uncover the secret of how quicksand is formed, hydraulics expert Romain Deguet is accompanied by Sylvie, one of the bay's official guides. Guides are the only people authorized to approach the quicksand. Alors les sables mouvants, on va plutôt les trouver dans les fleuves, au bord des fleuves et dans les anciens lits de fleuves.
To trigger the phenomenon of quicksand, the team need to add some energy. Voilà, déjà, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Hein. Là, déjà, il part très vite. On a l'image de pauvres voyageurs ou touristes totalement aspirés et qui disparaît dans les sables mouvants. Ça, évidemment, c'est faux. On ne peut pas s'enfoncer totalement dans les sables mouvants du fait de la poussée d'Archimède. On s'y enfonce, allez, on va dire, au pire jusqu'à la taille. Mais le problème c'est de rester coincé et que la marée remonte. The action of quicksand can be explained by its structure. Undetectable from the surface, you need to probe the depth to reveal its secrets. The structure is made up of thin layers of clay, water, sand, and salt. When there's pressure and energy on the surface, the layers give way, the water escapes, and the sand solidifies around whatever has sunk down. Et il va falloir que je fasse revenir l'eau autour de mes chevilles et de mes jambes pour sortir. But the loose sediment that forms this quicksand presents a danger to the entire bay too, due to sandbanks which are moving ever closer to the mount. The sediment is carried in by the site's particularly powerful tides and then deposited in the bay, trapped by another one of the bay's characteristics. C'est une caractéristique assez particulière puisque les courants de marée à marée montante sont beaucoup plus importants que les courants de marée à marée descendante et donc on a beaucoup de sédiments qui ne vont pas repartir avec la marée descendante. Une partie des sédiments va repartir, mais pas la totalité. Et c'est le début du comblement de la baie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça se fait à chaque marée par couches successives. Qui fait qu'aujourd'hui, on a cette impression que la mer vient de moins en moins au pied du mont. Mont Saint-Michel has resisted the erosion of time and the most violent military assaults. But now, its very existence as an island is under threat by the influx of sediment. Dans les années 90, on a vu les prés salés. Donc, les prés salés, ce sont les prairies naturelles qui se développent dans les sables autour du rocher, se rapprocher de manière très inquiétante du Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel ne serait pas le Mont Saint-Michel s'il n'y avait pas la mer autour. Oui, si la mer n'était plus là, ce serait dramatique. Ces 1300 ans d'histoire sont liés à cette insularité et franchement intimement liés à cette insularité. This exceptional area, a UNESCO World Heritage Site, might undergo drastic transformation if nothing is done to protect it from the encroaching sandbanks. But the phenomenon has only been aggravated by the hand of man, most significantly with the 19th century construction of a road along a concrete dike. La digue Route était un cordon ombilical entre le Mont Saint-Michel et le continent, entre guillemets, à 2 km. Mais le problème de cette digue, c'est qu'elle a accentué le problème de l'ensablement. Et donc, en 1995, les grands travaux de rétablissement du caractère maritime ont été lancés. Et c'était urgent de le faire. The restoration work, which ended in 2015, led to the replacement of the road dike by a bridge overpass which doesn't block currents, and the construction of a new dam designed to divert sediment back out to sea. The colossal dam located on the river Quinault, downstream from the mount, is the project's most impressive and ambitious work. This unique structure, 138 meters long, 32 meters wide, and 10 meters high, took 15 years of detailed planning and a further 15 years of construction before it was completed. Romain Deguet supervises the operation of the dam. Mon rôle au jour le jour, ça va être de s'assurer que le barrage fonctionne bien et surtout en fonction de ses effets, d'améliorer son fonctionnement au jour le jour. Donc là, c'est le poste de contrôle du barrage. Tout le commandement du barrage s'effectue ici. Donc là, on voit bien l'ensemble des 8 vannes, de la vanne 1 à la vanne 8. Les 2 passes à poisson, rive droite, rive gauche, une vue globale du barrage et une vue de l'entrée du poste de contrôle du barrage. Ce barrage, il est prototypique dans le sens où, premièrement, il va fonctionner dans les 2 sens. During the rising tide, strong currents from the sea travel towards the Quinault River, carrying a large quantity of sediment. By closing the dam's valves, Romain can block the sediment-laden water. When the currents subside at high tide, the sediments settle to the seabed and become trapped at the foot of the dam. The water above is now clear and free of sediments. After the settling phase, the valves tilt to release the clear seawater into the Quinault, allowing the volume of water to rise considerably.
When the tide draws the sea back, the currents are much weaker, leaving the sediment behind. Then, at low tide, the dam's valves open, this time from underneath, freeing the large volume of water stored in the Quesnon. This provokes a flushing system. As the water is released, it carries the sediment too, sending it back out to the sea. Depuis maintenant ces 9 années de fonctionnement, on a déjà gagné à peu près 60 hectares de ce qu'on appelle des fonds à caractère maritime. Ça va être des fonds qui sont régulièrement submergés par la marée. Since the dam was built in 2009, regular surveys of the bay using terrestrial and airborne lasers have made it possible to precisely quantify the volume of deposited and flushed sediment. Between 2009 and 2018, there has been a significant decline in the amount of sediment upon which greenery and salt meadows have taken hold. Depuis la mise en œuvre du barrage, lors des coefficients de marée les plus forts, le Mont-Saint-Michel est à nouveau complètement entouré par la mer. So for 20 years, it's been putting the island back to as it was, basically an island in the sea. L'insularité du Mont-Saint-Michel, pour l'instant, en tout cas, elle est sauvée. La mer, c'est l'écrin du monde, mais c'est aussi son histoire. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les pèlerins devaient attendre que la mer s'ouvre pour arriver. Le Mont-Saint-Michel est là, à portée de regard. Et c'est là qu'il doit se rendre. Et à cause de la mer, il ne peut pas. Et la mer s'ouvre. La mer se retire et lui cède le passage. C'est pas miraculeux. C'est pas la plus belle évocation biblique de ce peuple des élus auquel la mer cède le passage. It's almost as if it's been gifted by God. It's almost like the biblical scene where Moses parts the Red Sea. Au Moyen-Âge, on parlait de Saint-Michel au péril de la mer. C'est un lieu qui se mérite. You're a pilgrim and you've been walking hundreds, if not thousands of miles. And then suddenly, you see this most amazing architecture, stone-built architecture, reaching into the skies. Wow. So they felt they had really arrived close to heaven when they got to the other side. It's almost impossible to approach Mont-Saint-Michel's history without reaching mysteries that scientific tools aren't equipped to investigate, the spiritual aspect of the site. But today, this feature of the site is tackled by experts who recently started to investigate the founding legend of this sacred mount, dedicated to the Archangel Saint Michael. Mont-Saint-Michel owes its name to the Archangel Saint Michael. At the peak of the mount, 156 meters up, an imposing iron statue, covered in gold, has dominated the base since the end of the 19th century. But recently, in the spring of 2016, il revient, éclatant, serein, à 160 mètres au-dessus du niveau de la mer. This 1,140-pound and 4.5-meter Archangel descended to Earth. For 2 months, gilders and restoration experts worked to return it to its original brilliance and to repair damages caused by lightning and bad weather. The restoration was part of work to upgrade the abbey's protection against lightning. The statue's sword and wings are formed from copper, an electrically conductive metal, and an additional lightning conductor has been fitted to its wings. Today, this archangel protects man from lightning, but his original mission was very different. Saint-Michel, c'est un personnage important et redouté. En gros, c'est lui qui valide ou pas votre entrée au paradis. Au Moyen-Âge, on s'est mis à considérer l'archange comme étant, vous voyez, une sorte de chevalier du ciel, un personnage qui était capable de combattre et de vaincre finalement les forces du mal. Saint-Michel tient la balance. C'est lui qui va peser les âmes le jour du jugement dernier, donc qui va avoir entre les mains l'objet même de votre destin face à l'éternité. Vous irez au paradis ou vous irez en enfer. Si on venait en pèlerinage au Mont-Saint-Michel, c'était en quelque sorte pour
s'assurer les faveurs de l'archange. C'est un personnage que l'on craignait. So, why did builders choose to construct this abbey on such an inaccessible rock in honor of the feared archangel? The answer to this mystery lies in a text from the 12th century called the Revelatio. This manuscript is the oldest known account of the founding of Mont-Saint-Michel in the 8th century. C'est grâce à ce texte de la Révélation qu'on connaît un peu les circonstances de la création de la première église dédiée à l'archange au sommet du rocher. En fait, le texte explique en latin comment l'évêque d'Avranches-Aubert a été visité à plusieurs reprises par Saint Michel pour qu'il édifie un sanctuaire en son honneur. On découvre que le Mont Saint-Michel est né d'un rêve. En fait, pendant son sommeil, l'évêque Aubert aurait vu apparaître en songe l'archange Saint-Michel. Et l'évêque va mettre un certain temps avant d'exaucer les vœux de l'archange. Comme l'archange n'était pas obéi, eh bien, lors de son troisième passage, il aurait appliqué son doigt contre le crâne de l'évêque d'Avranches endormi. Ce qui, d'après la légende de la Révélation, aurait laissé un trou sur son crâne. Bearing the scar from the archangel's finger on his pierced skull, Bishop Aubert obeyed and built a sanctuary on a rock called the Mont Tombe, that would later become known as Mont Saint-Michel. Now, 1,000 years later, scientists have become interested in this legend because of a troubling discovery, a clue they now have the means to analyze, which is preserved in the Basilica of Avranches. Au début du XIe siècle, on a trouvé ici un crâne avec un trou. Je m'apprête à sortir de son reliquaire le crâne de Saint Aubert. Saint Aubert qui est aussi connu pour être le fondateur du Mont Saint-Michel. La grande particularité de ce crâne humain, c'est bien évidemment la perforation que nous avons sur le pariétal droit et qui va être interprétée comme le résultat de la troisième apparition de Saint-Michel à Aubert. Il y a bien là la preuve, au travers de la relique, que le doigt de l'archange a bien été posé sur le crâne de l'évêque d'Avranches. Ce trou dans le crâne, c'est une preuve visible et tangible de l'intervention de l'archange et de cette idée qu'il a voulu lui mettre littéralement dans le crâne de lui construire une abbaye sur le Mont Saint-Michel. Donc, il y a là la preuve que tout s'est bien passé comme le raconte l'histoire. But in the 21st century, can this historical mystery resist the progress of technology, which now gives access to ever greater scales of observation? Alors, ce qui nous intéresse, c'est vraiment son orifice, sur le pariétal droit. Ce crâne a fait l'objet d'une expertise médicale. Et donc, un spécialiste de paléopathologie, c'est-à-dire de maladies anciennes, Dr Tillot, s'est penché sur la question. Dr. Pierre-Léon Tillot analyzed the sacred relic in a medical scanner, examining the suspicious hole. His aim was to collect scientific data and make a medical diagnosis. The lines of inquiry were numerous, from cancer to ancient surgery. But the specialist finally concluded that the hole was caused by an epidermoid cyst. Un kyste, en fait, c'est au moment de la formation du crâne, quand le crâne se soude, un bout d'épiderme se serait coincé. C'est un peu après comme si vous gonfliez un ballon à travers un anneau. Vous avez le ballon qui est gonflé des deux côtés, et puis au milieu, ce rond parfait. C'est un petit peu la même chose qui se serait passé dans le crâne d'Aubert. C'est très intéressant que les scientifiques nous aient montré que Saint-Aubert était un homme comme les autres. Alors en fait, vous le voyez, aujourd'hui, on connaît pratiquement, on peut le dire, la raison d'être de ce trou. Mais ça n'ôte rien finalement à la possibilité pour ce crâne d'être celui de l'évêque d'Avranches, même si le trou n'a pas été laissé manifestement par l'archange lors de son passage.
le Moyen-Âge ne disposait pas de la connaissance des maladies suffisante pour ne pas finalement laisser libre cours à l'imaginaire, au merveilleux, à la légende, à l'exercice de la foi, qui ont contribué à l'histoire de Saint-Aubert, mais qui ont contribué aussi à la construction du Mont-Saint-Michel. Et vous voyez, c'est aussi la preuve qu'il y a encore des choses à découvrir. Whether explaining its legend, probing its construction, or deciphering natural phenomena, new science and research is revealing the secrets of Mont-Saint-Michel in a way that was impossible before. Piece by piece, 1,000 years of this site's unique and complex history has been written, updated, and corrected, but it hasn't given up all its secrets yet. Qu'est-ce qui reste à découvrir au Mont-Saint-Michel? Est-ce qu'aujourd'hui on sait tout sur le Mont-Saint-Michel? Pas sûr. C'est difficile de savoir ce qui reste à découvrir, sachant qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver. On est surpris de le découvrir alors qu'on a l'impression de l'avoir déjà vu plein de fois. C'est une évidence, nous ne savons pas tout du Mont-Saint-Michel. Peut-être ne saurons-nous jamais tout, d'ailleurs. On est en présence d'un monument extrêmement connu, fréquenté et populaire, mais avec une part d'ombre. We know virtually nothing. Every time a stone is unturned, every time a tree falls over, we find out something new about this remarkable island. Ça fait 1300 ans que ça dure et même bien après nous, ce lieu il restera comme un lieu magique.